Bienvenue dans ce 66e journal de TV Auxois qui sera le dernier de la saison 2019-2020. Tout de suite le sommaire. La visite de notre député, les préparatifs de Noël, en bref et en images, le conte de Noël, une visite à la ferme. Mais commençons tout de suite par la visite de notre député Didier Paris dans nos studios, venu répondre à certaines questions légitimes que se posent les habitants de notre territoire sur la crise que le pays traverse et plus particulièrement sur les dégâts qu'elle engendre dans notre région. Bonjour TV Auxois, je suis content d'être avec vous ce soir. Il m'a été demandé de répondre à quelques questions d'habitants du territoire. Je le fais très volontiers dans la mesure où je comprends parfaitement que la situation de la Covid actuellement suggère de nombreuses questions et je suis heureux en tant que parlementaire au plan de mon activité nationale mais aussi mon implication dans le territoire de pouvoir essayer de clarifier un certain nombre de situations. Je vais donc y répondre. Je reviens de la minute de silence du collège et je voudrais poser une question à notre député. Pourquoi les maires sont avisés, après les journalistes, concernant les mesures à prendre dans la pandémie du Covid-19 ? Bonjour cher Denis, déjà vous indiquez que vous revenez de la minute de silence du collège, je présume que c'est en mémoire de Samuel Paty. Je m'associe pleinement à la douleur de la communauté française et de la communauté des enseignants en particulier. Pour répondre à votre question, Denis, je constate que si au départ, les relations entre les collectivités territoriales, entre les élus, ceux que vous représentez, et les autorités d'État étaient un petit peu délicates, elles se sont très sensiblement améliorées. C'est vrai que tous les maires ne peuvent pas être tous les jours au contact du préfet, il y en a presque 700 dans notre département. En tout cas, en aucune façon, il y a une volonté de rompre les relations et de ne pas s'appuyer sur le travail des maires, qui est un travail fantastique, travail absolument fondamental. Donc Denis, s'il y a encore des situations avec des trous dans la raquette, avec des vides d'air, je suis prêt à en discuter. La volonté de l'État, en tout cas la mienne, mais aussi la volonté de l'État, c'est de faire en sorte de pouvoir s'appuyer, nous savons que nous pouvons le faire, sur le rôle des élus locaux que vous représentez avec beaucoup de force et de dignité. Monsieur le député, après le premier confinement, on a un contre-coup sur la baisse des prix des broutards. Pourquoi allons-nous acheter des bovins ailleurs alors qu'il y a beaucoup de bovins en France à vendre? S'agissant de la question d'Aurélien Gannepin que je salue, déjà je voudrais dire que je suis à titre personnel extrêmement sensible à la situation agricole sur notre territoire, raison pour laquelle j'ai avec les ministres beaucoup travaillé et nous essayons de faire en sorte que l'élevage puisse se sortir d'une situation dont je reconnais volontiers qu'elle est très complexe. C'est pas seulement les broutards, c'est aussi la situation de l'élevage dans son ensemble. Problème de base quand même, c'est qu'il faut qu'on arrête l'agribashing. Il faut aussi que nos concitoyens comprennent que l'élevage est une filière centrale de notre activité agricole et que donc il faut continuer à consommer de la viande et surtout consommer de la viande française. Donc le problème, il est double, il est la consommation intérieure et je fais tout au niveau de mon travail de parlementaire pour arriver à la maintenir dans un cadre complexe avec la PAC. Et nous sommes en négociation avec Julien de Normandie sur la future PAC. C'est un thème central. Le président de la République a réussi à obtenir une évolution très sensible de notre budget PAC au profit de la France. Il faut tenir. Après, il y a bien sûr l'exportation des génisses, ou plutôt des broutards, vers l'Italie. Là encore, le marché s'est réduit avec le Covid. Un marché aussi en direction de l'Asie et singulièrement de la Chine. Les chiffres que j'ai ne sont pas de trop mauvais chiffres. On a baissé de 2%, ce qui est significatif, mais pas aussi énorme que ça. Ce que je considère, c'est que nous allons pouvoir très rapidement reprendre la voie normale d'exportation de nos produits vers l'Italie et continuer encore une fois à augmenter la consommation française dans des conditions décentes au profit de notre agriculture d'excellence, celle que nous avons dans le Morvan. Monsieur le député, les professionnels de santé affrontent une nouvelle crise sanitaire. Face aux milliards prévus par le Ségur de la santé pour le milieu hospitalier,
Prévoyez-vous un Ségur identique pour la santé dans le domaine libéral? Merci de votre réponse. Je comprends parfaitement la question de monsieur le docteur Barbier. Je voudrais que lui-même comprenne que le gouvernement essaye de lui répondre. Nous avons actuellement le Ségur de la santé, il est absolument impératif. Le système hospitalier a été sous une tension extrême. Et il faut que nous soyons ensemble pour soutenir nos personnels de soins et de santé. Mais il a aussi eu des répercussions extrêmement fortes sur la médecine libérale, la médecine de ville que le docteur Barbier représente. Moi, ce que je ressens, c'est qu'au contraire, nous avons tout fait pour favoriser la présence médicale dans tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Ça passe par, d'une part, l'augmentation du numerus clausus. Le fait que nous n'ayons pas assez de médecins sur les territoires, c'est que nous n'avons pas assez de médecins en général et que leur présence ne se répartit pas bien. Deuxième élément, nous avons tout fait pour développer les communautés de soins, les communautés de santé. Je note par exemple qu'ici à Bligny ou à Pouilly, je reviens d'Arnay-le-Duc, la question se pose, à Sœurs ou ailleurs, nous réalisons avec force budget public des maisons de santé. Nous avons mis en place un système qui permette aux médecins de bénéficier d'assistants médicaux et qui sont financés par l'État, qui vont permettre aux médecins de plus s'engager dans l'acte médical lui-même et moins dans l'administratif. Il est important tout simplement de libérer du temps médical. Nous voulons encore renforcer la présence des médecins localement en leur permettant d'accentuer les contacts avec les services hospitaliers à distance, soit encore dans les conventionnements qu'on peut faire pour permettre aux médecins de ville de mieux travailler dans ces conditions-là. C'est un vaste schéma, j'en comprends l'enjeu, il est absolument fondamental dans nos territoires et en particulier nos territoires ruraux. Croyez que nous essayons de tout mettre en ordre, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps, y compris sur la revalorisation des actes médicaux, pour qu'enfin les déserts médicaux, comme on dit souvent, soient le plus limités possible. Sachez, cher docteur, que en tant que parlementaire, même si ce n'est pas ma spécialité, mais en tant que représentant d'un territoire qui est durement impacté par cette question-là, nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. La deuxième partie de ce reportage sera diffusée dans le prochain journal. Pour lutter contre la morosité ambiante, nos villages ont redoublé d'efforts et d'imagination afin de se faire beau pour accueillir au mieux le Père Noël. Comme chaque année, les villages de notre communauté de communes ont déployé des trésors d'imagination pour les décorations de Noël. Ici, le sapin fraîchement coupé dans la forêt communale de Bligny est érigé avant d'être décoré. Dites-nous, c'est Noël avant l'heure? Oui, tout à fait. Expliquez-moi un peu. Alors, c'est une toute première pour la vente des sapins, pour le comité des fêtes. Et c'est des sapins produits dans le Morvan. Qui viennent de Hanost. C'est le comité des fêtes de Toray, ainsi que la mairie de Toray et la mairie d'Aubaine. Où ça nous a permis d'accueillir beaucoup de monde. Et on espère renouveler l'opération l'année prochaine. On voulait remercier les personnes qui sont venues, Ouais. les producteurs également qui étaient là, parce que c'est vrai qu'en cette période difficile, ça permettait de donner un petit coup de pouce. Le marché traditionnel du vendredi a pris un air de marché de Noël avec une décoration digne de l'architecture de sa nouvelle place. J'ai dit qu'il fallait faire attention à tout ça, mais qu'il fallait continuer quand même d'être souriant, d'être bien. Le concept de la fabrication, que ce soit des jouets ou des sapins ou des bonhommes de neige, hein, c'est toujours de récupérer et de recycler. Alors la récupération, moi je la fais par l'utilisation de palettes que je démonte, que je récupère un petit peu partout, qu'on me donne parfois. L'idée c'était de décorer le village
en fabriquant des bonhommes de neige de façon assez brute et épurée pour désassembler de manière un petit peu scénographique. Donc on travaille dans la simplicité, 2 planches de palette brutes qu'on assemble. Ensuite, pour faire le chapeau, on reprend un petit bout de palette qu'on peut travailler de manière différente, soit en le chantournant, soit de manière brute, en essayant de le pencher un petit peu, que ce soit rectiligne. Pour le nez, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver un petit peu la ligne, là aussi, une ligne assez épurée. Donc on coupe, on fait des coupes, on fait des essais, des fois on s'y prend plusieurs fois. Et puis enfin, il faut faire le socle, que ça tienne. La dernière étape du travail, c'est de peindre pour évidemment donner une vie et une expression à tout ça. Donc le modèle, c'est effectivement du noir pour le chapeau, du blanc pour le corps, et d'autres couleurs, peut-être du rouge, puis les yeux et puis l'expression du visage avec la bouche. La distribution des cadeaux de Noël à Vevey-sur-Ouche a réuni, malgré la Covid, jeunes et personnes plus âgées dans un même élan de solidarité. On a décidé de faire des petits colis de Noël. Hein. C'est gentil. Donc la commune de Vevey vous présente ces joyeuses Noël. Merci. Merci. Bonne fête de fin d'année. Merci. La voix off de TV Auxois profite de ces événements pour vous souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. Salut les amis TV Auxois, j'espère que vous allez bien. Je vous fais découvrir l'hiver dans ma ville. Alors moi j'habite une ville qui s'appelle Granby, qui est à 1 heure de Montréal. Une ville de, je crois, 60 000 habitants et qui est entourée de la nature là. Et je vais prendre mon petit café en ville et je passe par un bois pour rentrer à la maison et c'est magnifique. C'est vraiment cette proximité avec la nature ici, c'est assez incroyable. Voilà, sinon tout se passe bien. Covid fait des siennes, on est en zone rouge. On n'a pas le droit au rassemblement pour les fêtes, ni pour Noël, ni pour Nouvel An. Étant loin de ma famille, je suis pas trop touchée par ça, mais effectivement, la situation est triste pour les Québécois. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, c'est important. Je vous embrasse tous et vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, c'était le bilan qu'on fait annuellement avec nos partenaires dans les 2 maisons de services au public qu'on gère à l'Agora. Parce que le service des maisons de services au public, c'est quelque chose qui se fait en partenariat avec un très grand nombre d'institutions, que ce soit la CAF, Pôle emploi, la mission locale, des partenaires nationaux et des partenaires spécifiquement du territoire. Et une fois par an, on leur rend compte de notre activité, de ce qu'on a fait, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau des actions qu'on a menées. Et voilà, on l'a fait aujourd'hui en visio parce que le contexte ne permettait pas qu'on se retrouve tous autour de la table, mais c'était un moment de rencontre qu'il était important de garder quand même. Je suis cadre de santé à l'EHPAD des Arcades à Pouilly. Je suis polyenne depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à mettre les pieds à l'Agora quand mes enfants étaient petits. Pourquoi ? Parce que pour savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne, comprendre un petit peu tous les rouages du fonctionnement administratif, d'une association, de ce qu'on y fait. Et puis finalement, pour y devenir actrice, puis les années passent et puis en fait, l'envie monte et voilà comment je suis devenue présidente. La bibliothèque a rouvert depuis le 28 novembre. Elle est accessible au public, aux jours et horaires habituels. Du gel hydroalcoolique est à l'entrée et le masque est bien sûr obligatoire. Un catalogue en ligne qui est disponible sur le site de la bibliothèque. Les lecteurs peuvent réserver, choisir leur créneau horaire et venir les chercher. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il suffit de laisser un message et les livres choisis, nous pourrons leur apporter à domicile. Le
premier mercredi de chaque mois, il y a compte en yoga avec moi-même. Le deuxième mercredi de chaque mois, c'est Isabelle qui compte. Et le troisième mercredi de chaque mois, c'est le service ludothèque avec Agora, où les gens peuvent venir jouer en famille et emprunter également des livres. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. On se retrouve dans une deuxième situation qui nous met vraiment en péril. Je pense que s'il n'y a pas quelque chose qui est fait rapidement, on sera vraiment dans des difficultés majeures. Donc il ne faut pas se laisser abattre, même s'il y a de la difficulté, il faut essayer de s'en sortir. On a essayé de mettre en place un système de vente à emporter. C'est basé sur la mise à disposition de repas emportés, de menus emportés, de plats emportés le midi et de pizzas emportées le soir. On a mis en place une page Facebook sur la ferme de Chailly qui permet d'avoir les informations en temps réel sur les menus de la semaine. Après, on a donc un téléphone, mais j'insiste bien qu'il est temps que ça s'arrête parce que je ne sais pas comment on va s'en sortir. Alors on est parti, comme beaucoup de mes collègues, sur une formule de plats emportés. Moi je travaille exclusivement avec des plats emportés pour le week-end qui sont préparés la semaine avec une formule d'inscription jusqu'au mercredi, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Et on retire les plats le samedi matin de 10h à 13h. Nous avons deux plats différents et en fil rouge une morbiflette qui est là toutes les semaines. On essaye au maximum de travailler avec les producteurs locaux. Cette semaine, on a travaillé avec le Gaec Loiseau pour le bœuf bourguignon et on essaye au maximum de travailler sur le local. C'est le moment d'appeler vos petits-enfants car le conte de Noël d'Isabelle va commencer. Bastien et Mila ont rendez-vous ce soir, dans le square, en cachette. Bon, pas d'embrassade, Covid oblige. Mais ils voient le sourire dans leurs yeux. Ils se retrouvent pour écrire leur lettre au Père Noël. T'as commandé quoi dans ta lettre au Père Noël cette année? Depuis que tes parents ont chopé le corona, les miens sont tout verts. Tout verts? Oui, verts de trouille. Moi, j'aimerais que le Père Noël me rende mes parents d'avant. Vous croyez que le Père Noël peut faire des choses comme ça? Dans son atelier, le Père Noël est très surpris cette année. Il dépouille son courrier. Bizarre, cette année, les enfants ne demandent pas de jouets pour Noël. Comme ce petit Bastien qui veut un truc pour guérir ses parents de la peur de la Covid. Mais je sais pas faire ça, moi. Hé, Clara Bistouille! Tu sais comment guérir les parents verts de peur de la Covid? La verdiole de la peur. Il n'y a aucun médicament ni de vaccin pour cette maladie. Il faut une potion magique à base de poils de courage. Un cheveu dans n'importe quelle soupe et l'affaire est faite. Mais il faut que ce soit celui qui a la verdiole qui prélève le cheveu sur un malade de la Covid. Quand Bastien reçoit la lettre du Père Noël, il n'en revient pas. Tu sais, maman, la maman de Mila voudrait se faire belle pour Noël. Tu voudrais pas l'aider à se faire une jolie coiffure? Non mais ça va pas, dit sa mère. Tu sais bien qu'elle a la Covid, mais j'ai pas envie de tomber malade, moi. Ça tourne et ça vire dans la tête de la maman de Bastien. Oh, si je mets des gants, un masque, je reste pas longtemps, je lui mets 2-3 bigoudis, puis en revenant, je me change, je mets mes vêtements dans la machine. Finalement, elle sonne chez la maman de Mila, pose quelques bigoudis, elle rentre vite. Et Bastien trouve que sa mère a déjà le teint un peu moins vert. Et il va fouiller dans le tambour de la machine où sa mère a déposé ses vêtements. Et il y trouve ce qu'il cherche. Un long cheveu brun de la maman de Mila. Plan numéro 2. Papa, tu sais, le papa de Mila vend son casque intégral avec écouteurs exactement comme celui que tu cherches. Ça te dit pas d'aller le voir? Non mais ça va pas, dit son père. Tu sais bien qu'il est malade. Moi, j'ai pas envie de la choper, cette maladie-là. Mais ça tourne et ça vire dans la tête du papa de Bastien.
Il se dit, bon, si je téléphone avant, je prends rendez-vous, je reste pas longtemps, je mets un masque, des gants, je laisse le casque au sous-sol pendant 3 jours. Et puis, il téléphone et il y va. Et quand il revient, Bastien trouve que son père est déjà un peu moins vert. Et puis il descend au sous-sol et il fouille dans les plis du casque. Et dans un bourrelet, il trouve ce qu'il cherchait, un petit cheveu de la tête du papa de Mila. Ouais, et Dodo. Alors il coupe les 2 cheveux en tout petits morceaux. Et puis il les saupoudre au-dessus de la soupe du soir. Ses parents mangent leur soupe comme si de rien n'était. Et petit à petit, ils retrouvent leur teint d'avant. Et ensemble, tous les 2 déclarent « Et si on invitait les parents de Mila demain soir pour le réveillon ?» Pour vous remercier, je vous ferai bien un petit bisou, Clara Bistouille. Oh, vous savez, Père Noël, je ne suis pas une femme facile. Refermons ce journal avec un reportage comme on les aime à TV Auxois sur la ferme sous la Velle et sur ses occupants. Premier reportage effectué par Josepha, toute nouvelle bénévole dans notre association. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine. Bye bye! Bonjour, donc je m'appelle Rosine. Voilà, je suis agricultrice sur la ferme de Sous-la-Velle, à Beurre-et-Boguet, avec mon mari Sylvain. Et donc nous avons repris la ferme de mes parents, qui appartenait également à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Voilà, c'est une ferme familiale. On élève des vaches charolaises, on a environ 100 vaches à Fervaux par an. Et puis on cultive aussi des céréales sur le plateau calcaire. Voilà, donc depuis que nous avons repris l'exploitation, nous avons comme projet de développer la vente directe pour mieux valoriser la production de charolais. On commercialise donc de la viande fraîche et puis également des steaks hachés surgelés. On fait également un petit peu de transformation en saucisson, terrine, tartinade de bœuf. Donc là, il est 18h30, donc c'est l'heure du pansage. Donc on les paille, on leur donne également leur ration. Donc le soir, on leur donne du foin et puis donc on va prendre aussi les températures de chaque bête qui est prête à véler pour prévoir les vélages dans les 24 heures à venir et pouvoir les surveiller durant la nuit. Voilà, là c'est en fait notre grosse période de vélage. On a environ 60 veaux qui sont nés depuis début novembre et puis là maintenant ça va se ralentir jusqu'à fin février environ. Puis elles ressortiront au pré à partir d'avril au beau jour. Voilà, donc cette vache c'est notre seule vache montbéliarde de la ferme. Donc elle s'appelle Ibel. Elle est là pour complémenter en lait les besoins des veaux, notamment des jumeaux. Donc on a parfois une vache comme celle qui est à côté d'elle qui a des jumeaux et qui ne produit pas assez de lait pour les contenter. Donc ces veaux boivent aussi sous le pied d'Ibel. Voilà, donc avec d'autres producteurs locaux, nous souhaitons créer un collectif. Nous avons déjà organisé un marché fermier qui a lieu tous les vendredis soirs à Marcilly depuis le premier confinement. On organise également un marché de Noël de producteurs fermiers ainsi que d'artisans locaux le dimanche 20 décembre après-midi au Fournil fermier au Goulier à Marcilly.